Bienvenue sur Contrepoint pour cette nouvelle émission. Nous allons parler des soldats de Corée du Nord qui sont envoyés en Russie sur le front ukrainien. C'est un sujet qui me paraît intéressant parce que on en parle depuis plusieurs mois avec assez peu parfois d'informations. Les informations que je vais vous donner sont issues de contacts, de sources qui sont en Ukraine, des militaires et officiers français qui ont vu ce qui se passait. On a également des informations à travers l'analyse des réseaux sociaux, à travers des analyses également issues des satellites. Alors évidemment, il faut toujours être prudent parce que beaucoup d'informations ne sont pas publiques, donc c'est issu d'observations, c'est issu de discussions également avec des soldats de Corée du Nord qui ont été capturés par les troupes ukrainiennes et qui sont interrogés. Et donc tout cela permet d'avoir une idée un petit peu de ce qui se passe sur le front de la guerre d'Ukraine avec les soldats nord-coréens. Alors, ce que l'on sait, c'est que la Russie a un problème de recrutement, un problème de soldats, après 3 ans de guerre. Et l'idée également est de faire venir des personnes non russes de manière à soulager la population russe et de façon à faire accepter la guerre dans l'opinion. Donc vous avez beaucoup de soldats qui viennent du Caucase, une partie qui vient d'Asie centrale et une partie également qui vient de Corée du Nord. Alors ils ne sont pas très nombreux, on ne sait pas exactement combien ils sont, ça tournerait autour de 10 000. Je mets le conditionnel parce qu'on ne peut pas avoir de données précises. Aucun chiffre précis n'a été communiqué, ni par la Corée du Nord, ni par la Russie, mais d'après les observations ukrainiennes, on serait à peu près à 10 000 qui seraient venus en différentes vagues. C'est pas beaucoup, ça permet pas de renverser la guerre, mais ça permet de tenir certaines villes, certaines dispositions, et ça permet aussi d'assurer une rotation sur le front. Pour la Corée du Nord, l'intérêt est de pouvoir entraîner ses soldats. C'est une manière d'entraîner ses troupes en conditions réelles. Ce qui est assez inquiétant et ce qui inquiète notamment la Corée du Sud, qui craint évidemment cet entraînement sur le front ukrainien et qu'ensuite ces soldats, qui soient aguerris à l'épreuve du feu, servent pour une éventuelle guerre contre la Corée du Sud. Donc ça, c'est une crainte dans la péninsule coréenne. Bon, ceci dit, s'ils ne forment que 10 000 soldats, et puis il y a pas mal de blessés et de morts, il y aura peu de soldats capables de combattre contre la Corée du Sud pour une éventuelle guerre. En tout cas, ça les entraîne, ça c'est un point qui est important. Ce que l'on sait aussi, c'est que ces soldats vont en Ukraine, enfin vont en Russie pour combattre en Ukraine, avec l'idée qu'ils sont envoyés pour des entraînements. Alors ça, on le sait, puisque il y a eu plusieurs officiers qui ont été capturés par les troupes ukrainiennes, donc qui ont été interrogés, et ce qu'ils ont tous dit, c'est qu'en fait, on les avait envoyés en Russie en leur présentant ça comme un entraînement, et ils s'étaient retrouvés sur le front. Donc, grande surprise, ce qui explique aussi qu'il y a pas mal de désertions, puisque sur le front, ces soldats, qui sont voilà, simples soldats ou officiers, comprennent que leur chance de survie est assez mince, et donc on a pas mal de désertions, des gens aussi qui en profitent pour quitter la Corée du Nord. Donc, c'est pas complètement efficace côté nord-coréen. D'après les données que l'on a, il y aurait à peu près 300 morts et 2700 blessés. Voilà. Des chiffres à prendre avec prudence, évidemment, puisque, encore une fois, il y a les morts comptabilisées, il peut y avoir des morts qui n'ont pas été comptabilisées, mais c'est à peu près les données que l'on a. Et on sait également que beaucoup de soldats ont été insérés dans ce qu'on appelle le centre Rubicon, qui est le centre droniste russe. Donc, ils sont chargés d'opérer avec des drones. On sait que les drones jouent un rôle extrêmement important dans cette guerre. Les autres informations également que l'on a, c'est que beaucoup de soldats de Corée du Nord refusent d'être prisonniers, donc ils préfèrent mourir au combat. Et il y a des cas de soldats qui ont fait exploser la grenade qu'ils avaient avec eux, les grenades qu'ils avaient avec eux, et qui se sont suicidés pour éviter d'être prisonniers. Alors on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est par rapport à dire, normes d'honneur, hein, une sorte d'harakiri fait par des soldats nord-coréens? C'est une possibilité. On soupçonne aussi qu'il y ait des menaces sur les familles, et donc des menaces qui pourraient être exercées sur les familles qui sont rester au pays, et donc des représailles éventuellement en cas de capture du mari, du frère ou du fiancé. Donc pour éviter ces représailles, il y aurait ces suicides qui seraient organisés. Enfin, les suicides, on sait qu'ils sont organisés, mais on ne sait pas forcément pourquoi, mais en tout cas, on sait qu'il y a des menaces
qui sont exercées sur les familles. Les Ukrainiens déversent pas mal de tracts dans les tranchées pour les pousser à la désertion. Donc, guerre psychologique tout à fait classique, hein, pour les amener à quitter le combat. Et on sait également que la Corée du Nord ne récupère pas les corps. Il y a un refus de récupérer les corps des soldats nord-coréens qui sont morts parce que ça obligerait à présenter les corps des morts, à faire des funérailles. Et donc, comme officiellement ils sont envoyés pour un entraînement, si on ramène 300 cercueils, bah, on savait que l'entraînement a été quand même un petit peu douloureux. Donc, les soldats nord-coréens qui sont morts restent sur place. Ils sont enterrés dans des cimetières sur place, mais leurs familles ne peuvent pas revoir les membres qui sont partis combattre et qui sont morts. Peut-être même d'ailleurs n'ont-ils pas été encore informés de leur mort, mais ça reste à voir. On n'a pas d'éléments sur le sujet. En tout cas, ils reviennent pas, les corps ne reviennent pas en Corée du Nord. Et puis, autre élément que l'on a aussi, c'est le fait que le but de la Corée du Nord est de développer également les capacités de frappe avec des drones. Donc là, il y a des demandes du gouvernement nord-coréen de former ces soldats à l'usage des drones, la raison pour laquelle donc ils sont insérés dans le centre Rubicon, qui est ce centre d'usage des drones. Voilà, donc si on fait un bilan, on va dire que d'un strict point de vue militaire, c'est assez peu efficace ou utile sur le front de la guerre d'Ukraine, c'est pas ça qui va faire basculer la guerre. En revanche, on voit que ça forme évidemment les soldats de Corée du Nord, du moins pour ceux qui reviendront, vivants et valides. Mais ça montre aussi, ce que c'est que la guerre menée par, un régime comme la Corée du Nord, hein, avec des gens qu'on envoie combattre de manière forcée sans les prévenir de ce que sera le combat, des corps qu'on ne récupère pas, des mensonges qui sont professés, des soldats qui en profitent pour déserter et passer à l'ouest. Donc ça montre aussi comment ils pratiquaient la guerre dans un régime dictatorial où les libertés n'existent pas. Et ça montre aussi comment se comporte la Russie, hein, avec ces mensonges qui sont proférés à l'égard de ses soldats. Le but pour les Russes étant de tenir le terrain pour obtenir des éléments lors des négociations. Donc pour l'instant, ils tiennent le terrain, ils veulent faire ainsi pression sur les Ukrainiens et sur les Américains par le fait de contrôler le terrain, ce qu'ils font bien, hein, ils contrôlent toujours 20% du territoire ukrainien, mais on voit qu'ils ont besoin de pays comme la Corée du Nord pour leur apporter des soldats et donc pour leur apporter un complément militaire. Merci pour votre fidélité à cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse géopolitique pour Contrepoint.